La pilule est le mode de contraception le plus utilisé en France. Toutefois, elle génère encore beaucoup de questions, voire de craintes. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, le docteur Louis-Dominique Van Negro. Vous êtes gynécologue médical, vous consultez notamment au planning familial du centre hospitalier des 4 villes. Et vous, docteur Odile Bagot, vous êtes gynécologue, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages comme Vagin et compagnie, on vous dit tout, mais aussi Perturbateur endocrinien, la guerre est déclarée. Elle n'est pas gagnée, hein, mais en tout cas, elle est déclarée. Alors, autorisée en France depuis 1967, la pilule est la méthode de contraception la plus utilisée dans notre pays. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça marche? Est-ce qu'on vous pose souvent la question en consultation, docteur Odile Bagot? Étonnamment, les femmes ne posent pas forcément la question de comment ça marche, mais ce serait vraiment important qu'elles le sachent. Puisqu'en fait, il s'agit d'apporter une dose d'hormones, proche des hormones progestérone, œstrogène que fabrique la femme, de telle sorte que ça vienne bloquer au niveau de l'hypophyse le signal de l'ovulation. Donc une pilule, par définition, ça va bloquer l'ovulation et puis ça peut avoir aussi d'autres effets, mais on verra plus tard, sur la peau, sur la glaire du col et ainsi de suite. Alors il n'y a pas une pilule, il y a des pilules. Oui, alors ça c'est très important de dire que quand on dit la pilule en général, c'est la pilule œstroprogestative où il y a des œstrogènes et de la progestérone, laquelle il faut distinguer les pilules ou la pilule, parce qu'il y en a essentiellement une qui n'est que progestative. Ça ne s'adressera pas forcément aux mêmes femmes et on peut avoir le choix entre les deux. Donc quand on dira la pilule, c'est la pilule œstroprogestative, celle qui est connue depuis 1967, et puis il y a les pilules progestatives. Le rôle de la pilule, pour l'expliquer dans le détail, c'est quoi? C'est de rendre l'utérus impropre à la nidation, c'est de bloquer l'ovulation, c'est les deux, c'est quoi? C'est essentiellement au départ de bloquer l'ovulation. Le plus souvent, on a des pilules qui permettront d'avoir des règles, mais ce sont des fausses règles. Ça aura aussi un effet sur l'endomètre, donc le tissu dans l'utérus, c'est vrai qu'il ne serait pas apte à la nidation. Et ça a aussi un effet, on n'y pense pas toujours, sur la glaire du col. Cette glaire du col ne permettra pas à d'éventuels spermatozoïdes de remonter. Mais vraiment, l'action de base, c'est le blocage de l'ovulation. C'est ça l'action de base. Docteur Van Negro, en premier, donc, on rappelle peut-être ce que c'est le planning familial. Qu'est-ce que c'est? Le planning, c'est un service anonyme pour les mineurs en particulier qui accueille pour toutes les questions de contraception liées à la vie sexuelle, entre guillemets, maladies sexuellement transmissibles, demande d'interruption de grossesse, etc., etc. Donc c'est quoi? C'est des bureaux, on arrive sans rendez-vous, c'est quoi? C'est une boutique, c'est dans un hôpital, c'est où le planning familial? En l'occurrence, ça peut être dans un hôpital. Moi, je travaille dans un centre hospitalier, mais il n'y a pas de différence entre mon cabinet de consultation quand je suis au planning ou quand je ne suis pas, quand je consulte pour autre chose que le planning. Ça n'a rien de différent, si ce n'est qu'il y a une infirmière dédiée et qui accueille les patientes. Donc c'est gratuit, c'est anonyme. Et si on se pose une question, pas simplement sur la pilule, aujourd'hui on parle de la pilule, mais si on se pose une question en général sur la sexualité, on peut y aller. Les maladies sexuellement transmissibles, les demandes d'interruption de grossesse, etc. C'est important de bien se renseigner. Est-ce que les jeunes filles que vous voyez arriver, finalement, elles ont beaucoup de fausses idées par rapport à la contraception notamment? Alors c'est très variable, il y en a qui savent un certain nombre de choses, souvent par l'intermédiaire des médias ou des blogs ou des copines, entre guillemets, et puis il y en a d'autres qui savent beaucoup moins et qui sont plus demandeux. Je pense que le rôle des médias et le rôle de tous les moyens de communication est très très important et de plus en plus important, puisque l'information est de plus en plus diluée aujourd'hui. Elle est de plus en plus diluée, puis elle n'est pas toujours de bonne qualité. Donc il faut aller chercher où la trouver. Et donc le planning familial, ce n'est pas forcément le premier réflexe des ados, mais c'est le bon endroit pour trouver de l'information de qualité, c'est ce que vous nous dites. Je pense que c'est une bonne information, mais les cabinets de consultation des confrères en ville ou des autres hôpitaux aussi. Nous, c'est parce qu'on a, c'est vrai qu'on majoritairement au planning, ce sont majoritairement des questions de demande d'interruption volontaire de grossesse, et pour les autres questions, c'est des demandes de contraception. Très bizarrement, la plupart du temps, les patientes ne viennent pas pour des demandes de recherche de maladies sexuellement transmissibles, mais principalement pour des demandes d'interruption volontaire de grossesse, tout au moins dans les années actuelles. Alors, les questions que se posent les filles, les questions que je me pose. Voilà. Alors, qu'est-ce que je me pose comme question? Est-ce qu'on peut être enceinte la première fois? Évidemment, il n'y a aucun jour sans risque dans un cycle. Ça, c'est un principe de base, y compris la première fois. Donc, je suis vierge, j'ai mon premier rapport sexuel, le premier,
et là, je peux tomber enceinte directement. Absolument. Donc là, de toute façon, il faut une contraception à la fois pour éviter la grossesse et les infections sexuellement transmissibles. Les deux vont souvent de pair, hein, contraception et dépistage d'infections sexuellement transmissibles. Je vais prendre la pilule. Est-ce qu'elle est efficace dès le premier jour? Je prends ma pilule, j'ai un rapport sexuel, ça y est, c'est bon, je ne tomberai pas enceinte. La pilule est efficace dès le premier comprimé, à condition de la commencer au bon moment, c'est-à-dire le premier jour des dernières règles. Donc il faut commencer à ce moment-là, alors elle pourra éviter l'ovulation de ce cycle-là. À condition de commencer au bon moment et d'aller au bout aussi. D'aller au bout et de ne pas l'oublier, etc. Efficacité de la pilule comparée à d'autres moyens de contraception, Dr Vanegro? Alors ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup parce qu'à l'heure actuelle, il y a une campagne un peu... Je me suis dit, ça doit l'intéresser. Il y a une campagne à l'heure actuelle et il y a beaucoup de gens qui sont anti-hormones à l'heure actuelle, donc anti-pilule, et on voit de plus en plus de femmes jeunes, souvent, qui n'ont jamais eu d'enfants et qui demandent un stérilet au cuivre parce qu'il n'y a pas d'hormones. Alors ce qu'il faut savoir, et ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que le stérilet au cuivre, moi j'appelle ça le plus mauvais des bons moyens de contraception. J'entends par là, on a tous les ans, et on a encore eu en mois de janvier à l'hôpital, plusieurs grossesses sous stérilet au cuivre. Donc ce n'est pas le meilleur moyen de contraception. La pilule est supérieure en efficacité au stérilet au cuivre, et ça, il faut que les gens le connaissent. Et puis d'autre part, le stérilet au cuivre a l'inconvénient d'augmenter le volume des règles, et donc on a beaucoup de pathologies liées aux règles, et donc ce n'est pas un bon moyen. Il faut absolument prévenir les patientes de ces effets. Enfin, il faut toujours avoir aussi, je dirais, une vérification qu'il n'y ait pas de maladie sexuellement transmissible au moment où on met un stérilet au cuivre, comme un autre stérilet d'ailleurs. Et moi, dans la majorité des cas, je demande une échographie pour vérifier que l'utérus est bien comme il faut. Alors, notre sujet du jour, ce n'est pas le stérilet, c'est la pilule, justement. Alors, ma pilule, si je l'oublie... Si on oublie la pilule, moi, j'ai un moyen très simple pour expliquer aux patientes comment rattraper et qu'elles vont retenir tout de suite. C'est vrai que sur les notices, c'est expliqué. Si l'oubli, c'est en début de plaquette, en fin de plaquette et tout ça. Très bien si on y arrive. Mais votre pilule, déjà, pour ne pas l'oublier, il faudra la prendre à heure régulière. Pas besoin d'être prise à heure fixe. Admettons, le soir, entre 8h et minuit, ça me va. Si l'heure moyenne, c'est 10h. Si on oublie sa pilule et qu'on rattrape cet oubli dans les 12 heures qui suivent l'heure habituelle de prise. Donc, dans mon exemple, je prends ma pilule à 22h. Avant 10h du matin, je me rends compte que je l'ai oubliée, je la prends, et le soir à 22h, je prends celle comme d'habitude. Pas de problème. Si je dépasse les 12 heures, eh bien à ce moment-là, je vais prendre ma pilule dès que j'y pense. Souvent, c'est le soir, en regardant sa plaquette, on se dit « Oups, celle d'hier, je l'ai oubliée », on prendra les deux à ce moment-là. Et il va se trouver donc qu'on aura pris 2 pilules en 24 heures et on va se protéger 2 semaines par le préservatif. Moins de 12 heures, c'est bon, plus de 12 heures, 2 pilules dans la même journée, 2 semaines de préservatif. Ça, vous n'allez pas l'oublier avec mon W de la victoire. Alors, Odile, oui. Voilà, moi, je suis hôtesse de l'air. Ça ne se voit pas. Non. Mais je suis hôtesse de l'air, je vous l'assure. Je suis très souvent en décalage horaire. Alors là, qu'est-ce que je fais? Comment je m'y retrouve avec mes horaires? Alors, les décalages horaires, c'est quelque chose qui est compliqué. Si vous partez en voyage et que c'est exceptionnel, parlez-en bien avec votre professionnel de santé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il vaut mieux avoir moins de 24 heures entre 2 prises que d'avoir plus de 24 heures. Donc, à la limite, quitte à reprendre une pilule un peu plus tôt pour se recaler sur ces heures. Tout dépend. Si on part pour une petite période, on va garder son heure habituelle. Si c'est pour plus longtemps, on peut ensuite se redécaler dans le temps. C'est vraiment à voir. Pour l'hôtesse de l'air, elle se met un petit rappel sur son téléphone portable. Alors, j'ai fait quelques petits excès, hein, on a fait un petit peu la fête, je prends ma pilule et puis, comme j'ai un peu trop bu, derrière, je vomis. Qu'est-ce que je fais? Si vous vomissez dans les 3 heures, vous reprenez une pilule. Jamais grave de prendre une pilule de trop. Toujours grave d'en avoir oublié une ou prise en retard. De plus en plus de femmes ont recours au bypass, à la chirurgie bariatrique. Est-ce que ça a une influence sur la manière dont la pilule est ingérée, digérée et sur son efficacité? Il y a une différence, je pense, entre le bypass et la sleeve. Dans la sleeve, moi, j'ai des patientes qui prennent même, dans certains cas, la micropilule et qui n'ont pas de grossesse, qui ne tombent pas enceintes avec une sleeve, c'est-à-dire en retirant un morceau de l'estomac. En cas de bypass, je suis plus dubitatif et des recommandations. Il y a des recommandations après officielles qui disent de faire attention et on recommande plutôt, c'est vrai, dans certains cas, de ne pas utiliser la pilule. Maintenant, ça reste une affaire, je dirais, à discuter avec la patiente aussi, en fonction de ce qu'elle souhaite aussi également. Dans quel cas ça ne marche pas, la pilule? Si on l'oublie. Si on l'oublie? Si on la vomit.
Oui. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est déconseillé la pilule? Alors ça, c'est une vaste question, ça. Vaste question. Et alors, une courte réponse pour une vaste question. Vaste question, oui, il y a des contre-indications relatives et d'autres très importantes. Il y a l'âge, on dit que la barrière des 35 ans est une limite pour changer de pilule éventuellement. Il y a le tabac, bien entendu, les antécédents cardiovasculaires ou de phlébite, problèmes vasculaires, mais ça, c'est à voir directement avec son médecin parce que c'est un vaste sujet qu'il faut traiter dans une consultation complète. Donc la pilule, on ne la prend pas une fois pour toutes, toute sa vie, et la même, et sans jamais rien toucher. On en parle régulièrement et on est suivi par son gynéco, non? Oui, parce qu'on évolue, parce qu'on a des pathologies qui peuvent arriver en cours de prise, parce qu'effectivement, au-delà de 35-40 ans, on commence à avoir des risques, puisque vraiment le risque essentiel de la pilule, et mon confrère le disait, c'est le risque vasculaire. Elle va multiplier par 2 le risque vasculaire de base de la femme. Or, si on est jeune, belle, pas de cholestérol, pas de sédentarité, pas de surpoids, pas de tabac, pas de cholestérol, pas d'hypertension, le risque de base, c'est 0. On peut le multiplier par 2, par 3, par 50, ça reste 0. D'autant plus que ce risque vasculaire, on sait qu'au bout de 6 mois, il revient à son niveau normal. Donc ça, c'est le vrai risque vraiment authentifié et qui est le plus important. On va essayer, si vous voulez bien, de démêler le vrai du faux sur ce qu'on dit des effets secondaires de la pilule. Alors, est-ce que la pilule favorise les cancers? Il y a une très belle étude qui a été faite par Marc Espier, qui est un épidémiologiste qui a beaucoup travaillé sur le cancer du sein et qui a revu un peu tout ce qui a été dit là-dessus. Eh bien, qu'est-ce qu'il a pu révéler, Marc Espier? C'est qu'effectivement, pour le cancer du sein, c'est celui-ci qui est effectivement pointé du doigt, les femmes entre 40 et 50 ans, or c'est celles qui ne devraient plus avoir nos pilules œstroprogestatives, chez ces femmes-là, on voit effectivement une augmentation de l'incidence du cancer du sein quand elles sont en train de prendre la pilule. Ce qui signifie très probablement que ce sont des petits cancers infracliniques sur lesquels la pilule a eu un effet promoteur, c'est-à-dire que ça va le faire se développer. Donc, comme elles sont suivies, elles vont être dépistées plus tôt. Et le paradoxe, c'est que chez ces femmes-là, la mortalité par cancer du sein est moindre que celles qui vont avoir un cancer du sein en dehors de la prise de pilule. Parce qu'elles sont suivies. Entre autres parce qu'elles sont suivies. L'autre chose à dire, c'est que la pilule va diminuer le risque de cancer de l'ovaire, logique. L'ovaire est mis au repos avec la pilule, donc on a moins de cancer de l'ovaire, moins de cancer de l'endomètre, moins de cancer du côlon, ça on a du mal à l'expliquer. Mais ne pas oublier que le risque de cancer du sein n'est pas aussi important qu'on a bien voulu le dire quand on reprend bien les études, qu'on regarde s'il n'y a pas de ce qu'on appelle de biais, mais que sur le cancer de l'ovaire, ça a été démontré. Docteur Van Egro, ça les inquiète, les femmes, de prendre des hormones toute leur vie? À l'heure actuelle, en tous les cas, c'est un vent qui court dans la société à l'heure actuelle, dans une frange non négligeable de la population, parce qu'on a énormément, encore une fois, même si ce n'est pas le sujet, de demandes de mise de stérile au cuivre. C'est hallucinant le nombre de demandes que l'on a. À cause des hormones? À cause des hormones, je ne veux pas d'hormones, voilà. Etc. Si je suis méchant, dans certains cas, ça ne les empêche pas de continuer de fumer. Excusez-moi. Ouais. Vrai du faux, toujours. Pilule et prise de poids, ça fait grossir, ça fait maigrir, ça fait quoi la pilule? Ça fait rien? La prise de poids sous pilule, sous certaines pilules, on peut avoir, si on regarde objectivement, une petite prise de poids de l'ordre de 500 kilos, d'où Jésus, 500 grammes, petite prise de sein aussi au demeurant. Mais il faut savoir aussi que quand une jeune femme commence à prendre la pilule la toute première fois, c'est qu'elle a un copain qui est peut-être plus régulier, on sort davantage, on va en boîte, on boit un petit peu plus, on mange plus les bons légumes préparés par maman, et ça fait prendre du poids, le changement de mode de vie. Donc, oui, on ne sait pas exactement, en fait, si c'est la pilule ou si c'est la vie de couple. Le mariage fait prendre du poids, c'est démontré. Oui, ça, c'est démontré. La pilule et sensibilité des seins, on a les seins plus sensibles. Alors, les 3 premiers mois, qui sont vraiment la période d'adaptation de la pilule, on peut se prendre une petite taille de soutien-gorge. Effectivement, ils sont un petit peu gonflés, et ensuite, c'est quelque chose qui s'adapte. L'acné, fait disparaître l'acné, la pilule? On a même des pilules qui sont spécifiques pour traiter l'acné. Donc oui. C'est-à-dire que c'est des pilules contraceptives, mais qui en plus traitent l'acné. Voilà. Oui. Oui, voilà. Alors après, mais ça reste des pilules contraceptives. Mais ça reste des pilules contraceptives, c'est pas forcément, c'est pas 100% comme tout. Hein. Est-ce qu'elle a un effet négatif sur la fécondité future, la pilule? Non? Absolument pas. Il n'y a rien de démontré là-dessus? Ouais. Non. Pilule et médicaments, les contre-indications? Oui. C'est important ça. Il y a 3 gammes de médicaments qu'il faut retenir. Le millepertuis,
certains prennent, c'est de la phytothérapie, mais dans les dépressions et des comprimés, il y a ce qu'on appelle un effet inducteur enzymatique, c'est-à-dire que ça va détruire la pilule, donc diminution d'efficacité. Quand on est épileptique, voir avec son neurologue, parce que là aussi, il y a beaucoup de médicaments antiépileptiques qui ont cet effet inducteur enzymatique. Les jeunes femmes qui souffrent de narcolepsie et qui sont sous modiodal, là aussi, il y a un effet inducteur enzymatique. Ensuite, les autres médicaments, c'est des médicaments particuliers, traitement du mélanome, c'est vraiment anecdotique. Mais donc, dans ces 3 catégories-là, attention, toujours en parler à son professionnel de santé pour voir s'il ne faut pas prendre une pilule plus dosée ou un autre mode de contraception. Alors par contre, là, on va s'arrêter un petit moment sur un point important, et vous l'avez déjà soulevé un petit peu, pilule et tabac. Ça ne fait pas bon ménage. Hein. Il faut en parler parce que la pilule, il y a un nombre très important de Françaises qui la prennent et il y a un nombre très important de Françaises qui fument. Pilule et tabac, on augmente les risques de maladies cardiovasculaires d'une manière énorme. Je crois qu'il faut peut-être distinguer bien les 2 types de risques vasculaires. On a les risques vasculaires veineux, c'est-à-dire les phlébites, les embolies pulmonaires. Là, souvent, c'est plus un problème de risque génétique, d'avoir ce qu'on appelle une thrombophilie. Donc, il faut bien demander si la grand-mère n'a pas fait une phlébite et ainsi de suite. Le tabac, il est surtout impliqué dans le risque vasculaire artériel, c'est-à-dire accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde. Donc, le tabac est effectivement pas compatible. Et qu'est-ce qui va encore abîmer nos artères? On dit on a l'âge de nos artères. Donc, l'âge plus le tabac plus la pilule, les 3 facteurs de risque vont se multiplier les uns les autres. C'est très simple, hein. Dans le Vidal, plus de 35 ans, plus de 10 cigarettes par jour, c'est une contre-indication absolue à la pilule. Si votre professionnel de santé vous l'a prescrit dans ces conditions-là, vous faites un infarctus, il va en prison. Donc ça, il faut que ce soit bien clair. Maintenant, c'est vrai que chez des jeunes femmes qui auraient un bénéfice à prendre la pilule, par exemple celles qui ont des règles épouvantables, elles ont 17, 18 ans, elles fument 2-3 cigarettes par jour, c'est vrai que 0, c'est mieux. Mais si la pilule représente vraiment un plus pour leur qualité de vie et leur contraception, c'est tout à fait quelque chose qui est possible. Docteur Vanigro, les femmes qui viennent vous voir au planning familial, elles sont conscientes de cette association mortifère, pilule, tabac? Globalement, oui. Je dirais oui. Par contre, de savoir, en effet, comme tu l'as dit, savoir si c'était 3-4 cigarettes ou 10 cigarettes, etc. Alors déjà, disent-elles totalement le nombre de cigarettes qu'elles fument? J'en suis pas convaincu. Mais ce qu'il faut voir aussi derrière, il y a bien entendu l'âge qui s'ajoute. Il y a le poids et la surcharge pondérale qui est vraiment un fléau au niveau national et mondial. Hein. Et donc, tout ça, ça fait un mélange explosif, je dirais. Donc, c'est pour ça que je dis que la contraception, c'est compliqué, c'est long, il faut y réfléchir. Et il y a une contraception par patiente. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la pilule ou le stérilet, il y a aussi d'autres moyens contraceptifs. Donc, c'est une vraie réflexion et qui ne se traite pas entre 2 portes dans une vraie consultation. Qui ne se traite pas en 26 minutes dans une émission. C'est ce qu'il allait dire. Non. Mais je crois qu'il peut être important de dire juste une chose. Quand on parle de pilules et de risque vasculaire, on parle toujours des pilules œstroprogestatives. On n'a pas la même chose pour une pilule purement progestative ou pour l'implant, qui est l'équivalent sous-cutané d'une pilule progestative. Donc il y a une solution pour une femme qui fume, qui a plus de 35 ans, sous forme de pilule, de comprimé, mais ce n'est pas avec des œstrogènes, ce sera purement progestatif. Donc là, il faut bien en parler à son médecin, c'est très très important. Pilule et diabète et pilule et cholestérol. Ça fait partie de ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est le risque vasculaire. Oui, en effet, ça c'est à traiter au cas par cas, mais encore une fois, on peut se servir de la micropilule, de la pilule qui est que progestative, et dans ce cas-là, on peut la prescrire. Pilule et libido, ou pilule et problèmes émotionnels. Pilule et libido, pilule et libido. Alors, c'est un sujet intéressant, ça. Si on regarde très objectivement, il y a une étude qui est sortie qui a comparé la libido et le nombre de rapports en fonction des différents types de contraception. Et là, objectivement, sur 4000 patientes, la pilule ne va pas bloquer la libido. En revanche, quand on écoute les filles et les femmes, on se rend compte que quand on a un cycle naturel et spontané, donc on n'est pas sous pilule, en période ovulatoire, comme par hasard, les sécrétions sont meilleures, la libido est meilleure, c'est complètement finaliste, c'est là qu'on peut faire des bébés. Donc, sous pilule, on va avoir une libido qui, chez la femme, quand même, est extrêmement contextuelle. Ça dépend vraiment de l'environnement. On vient de rencontrer le prince charmant, on est ensemble depuis 15 jours, on peut se manger 3 pilules par jour, on aura toujours envie de lui, c'est pas un problème. Maintenant, avec le temps et avec la routine, on va dire que c'est plus régulier, la libido sous pilule. Mais sans pilule, en période prémenstruelle, par exemple, si on n'est pas bien, la libido sera moins bonne. Les règles vont être plus longues, plus pénibles, donc on se remettra moins vite au rapport après les règles, par exemple. Donc, je crois que la pilule, ça devient souvent
entre guillemets, une excuse quand la routine vient s'immiscer un petit peu là-dedans. L'endométriose, pilule et endométriose. Mais c'est un traitement de l'endométriose. Et on voit de plus en plus de jeunes femmes, de jeunes filles, mais moi j'en ai, mon plus bas est de 14 ans, endométriose prouvée, que j'ai mis en présence de la mère sous pilule, non pas parce qu'elle n'avait pas de rapport, pas de petit copain encore, mais pour traiter l'endométriose. Je lui ai dit, c'est un traitement, et elle revit. Elle peut retourner au collège, elle revit. Elle est plus pendant X jours pendant ses règles, la tête dans le sac, et a pu pouvoir bouger. La pilule, alors, comme on l'a dit, il n'y a pas une pilule, il y a des pilules, mais il y a aussi la pilule du lendemain. Alors, comment ça marche, celle-là? Il y a 2 pilules du lendemain. Ah. Et il y a même 3 contraceptions d'urgence, si on veut tout savoir. Allez-y, ben on veut tout savoir. On voulait tout savoir. Donc, première contraception d'urgence possible, il faut savoir, c'est le stérilet au cuivre. On peut le mettre jusque 5 jours après le rapport à risque. Et dans la contraception d'urgence, donc sous forme de comprimé, on a celle qu'on avait depuis fort longtemps, le Norlevo, qui est une dose un peu importante de progestérone, qui, il faut bien le savoir, va agir en bloquant une ovulation qui serait imminente. Ça va aussi modifier un peu l'endomètre pour qu'une grossesse ne s'accroche pas, mais ça joue surtout sur l'ovulation qui est imminente. Donc cette pilule dite du lendemain, il faut la prendre le plus tôt possible, après le rapport à risque, puisque l'efficacité va diminuer jusqu'à devenir quasiment nulle au bout de 72 heures. Donc cette pilule qui s'appelle Norlevo, j'avoue que moi je la prescris en même temps que des préservatifs pour une femme qui ne peut pas ou ne veut pas avoir de pilule. Et je lui dis, vous achetez votre Norlevo, s'il y a un accident de préservatif, vous le prenez tout de suite, ça marche. La recommandation du collège serait de proposer plutôt, du collège des obstétriciens, serait plutôt de proposer Elawan, qui est donc une pilule qu'on peut prendre jusque 5 jours après le rapport à risque, qui est un antiprogestérone qui va empêcher donc la grossesse de se faire. Donc là, c'est dans un délai plus long. Qui l'a prescrit, cette pilule? Le médecin, le professionnel de santé. Oui. Alors les pharmaciens, y compris un généraliste. Les pharmaciens, oui, un généraliste, un professionnel de santé. Les pharmaciens délivrent Norlevo. Le planning délivre Norlevo de façon anonyme. Alors, je vais poser une question qui va faire plaisir aux femmes. Et la pilule pour hommes, alors? La pilule pour hommes, c'est possible. Médicalement, c'est possible. Mais du coup... Comment elle marcherait, alors, cette pilule pour hommes? Elle va agir sur la spermatogénèse. Mais je vais vous donner une réponse de femme et de gynécologue. C'est que autant pour les femmes, c'est très clair pour elles, leur fertilité et leur féminité. Chez les hommes, c'est un peu plus compliqué. Quand on annonce une infertilité à un homme, très souvent, il se sent atteint dans sa virilité, alors qu'il n'y a strictement aucun rapport entre les deux. Donc, une pilule pour homme, par rapport à ça, psychologiquement, je ne suis pas sûre que ça passe toujours très très bien. Et l'autre chose, alors c'est bêtement pratique, s'il y a une grossesse surprise, ce n'est pas lui qui l'a. Oui. C'est peut-être un peu moins motivant. Mais c'est vrai qu'en tant que féministe, je devrais dire, il faut que la recherche continue dans ce domaine-là, parce qu'elle n'avance pas très très vite. Et il faut, mais maintenant peut-être cette jeune génération d'hommes va être plus motivée pour participer réellement à la contraception, parce que c'est quand même la femme qui en porte pas mal sur les épaules. On arrive à la fin de l'émission bientôt. Un petit mot quand même, quelques messages à passer avant de se quitter. L'IVG, ce n'est pas un moyen de contraception, il faut le rappeler. Surtout pas. Pas plus que la pilule du lendemain non plus. Pas plus. Et les femmes qui disent « je ne veux pas prendre d'hormones », donc qui n'en prennent pas, qui tombent enceintes et à qui on donne de fortes doses d'hormones pour faire une IVG, c'est pas la solution. Vraiment pas la solution. Mieux vaut prendre la pilule. Les IVG à répétition, ça peut être dangereux. C'est-à-dire que c'est comme si vous traversez la route sur un passage clouté, mais qu'il y a une voiture qui vous renverse, vous êtes dans votre droit, mais vous vous faites renverser. On fait tout pour que tout aille bien en médecine, mais le risque zéro n'existe pas. Il n'y a pas de contraception idéale, il y a une contraception pour chaque femme, hein, c'est ça? Je crois que pour moi, c'est vraiment le message important. C'est-à-dire que les femmes, aujourd'hui, ont la chance d'avoir un panel de contraception à leur disposition. Et là-dedans, pour choisir, il ne faut pas qu'elles le fassent par défaut, par peur de ceci ou de cela. Il y a des professionnels de santé, médecins, sages-femmes, gynécologues, qui sont là pour apporter de l'information et pour choisir en collaboration avec la femme la contraception qui lui conviendra le mieux, que ce soit en matière d'efficacité, en matière de sexualité, en matière de mode de vie ou de bénéfices ou d'effets secondaires, par exemple pour la pilule, ou pour n'importe quel autre mode de contraception. C'est vraiment un choix à faire, et c'est pour ça que la première consultation de contraception est une consultation qui est valorisée et qui doit prendre vraiment tout le temps nécessaire. Contraception et protection contre les IST, on a encore quelques secondes.
c'est vraiment deux choses différentes. Complémentaires, mais différentes. Hein. Je prescris le moyen contraceptif et je prescris d'autre part des préservatifs, en précisant bien que ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, vous avez des préservatifs remboursés maintenant par la Sécurité sociale. Ce qui est une avancée de plus et une offre de plus. C'est pas la même chose, donc on précise. Il y en a un. Il y en a un, c'est pour prévenir des maladies sexuellement transmissibles, et l'autre, c'est pour éviter la grossesse. Les plannings familiales, le planning familial, on trouve la liste des plannings où, il y en a combien en France? Vous cherchez sur les moteurs de recherche, vous trouverez. Oui, il y en a beaucoup en France, c'est accessible? On critique toujours le fait que ce n'est pas suffisamment accessible. Hein. Oui, mais il y en a quand même pas mal. Il y en a combien à peu près en France? Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que chaque fois où j'ai des consultations au planning familial, il y a des rendez-vous où les patientes ne viennent pas. Donc, il faut arrêter de dire que ce n'est pas possible de trouver des rendez-vous. Écoutez, je vous remercie tous les deux d'être passés sur le plateau de Capital Santé. J'espère qu'on a répondu à beaucoup de questions que se posent les jeunes filles et même les femmes. Voilà, à très bientôt. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Odile Bagot, Vagin et compagnie, on vous dit tout. Et perturbateurs endocriniens, la guerre est déclarée. Vous en avez écrit d'autres, on peut vous retrouver aussi sur Internet. Merci à tous les deux d'être passés sur le plateau. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien et aimez-vous. Hein?